Bonjour à toutes et à tous, il est 8h30 et nous sommes le jeudi 7 mai. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la matinale sur EDG FM, une matinale un petit peu particulière puisque ce matin c'est la dernière, ça y est. Mais on va pas pleurer maintenant puisqu'on a quand même un programme assez chargé. Et ce matin on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui relance déjà la bataille présidentielle de 2027 avec une 4e candidature qui fracture la gauche. Dans le même temps, le duel entre Gabriel Attal et Édouard Philippe s'intensifie au sein du camp macroniste. Nous reviendrons aussi sur cette attaque contre un porte-conteneur affrété par CMA-CGM dans le détroit d'Ormuz, en pleine montée des tensions entre Washington et Téhéran. Autre sujet d'inquiétude, un virus rare détecté à bord d'un navire de croisière immobilisé au large du Cap-Vert. L'OMS surveille de près la situation. Et puis côté sport, le PSG rejoint Arsenal en finale de Ligue des Champions. Paul Sexas disputera son premier Tour de France à seulement 19 ans. Et Victor Wembanyama continue d'impressionner en NBA. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité, ce jeudi, les députés ont adopté en commission le projet de loi d'urgence agricole. Ce texte, présenté comme une réponse à la colère des agriculteurs l'hiver dernier, prévoit notamment des mesures sur le stockage de l'eau et l'élevage. Son examen dans l'hémicycle doit débuter le 19 mai, mais des doutes existent déjà sur la capacité des députés à boucler les débats dans le temps prévu. Le gouvernement veut intégrer l'e-sport dans les parcours éducatifs à l'école. Selon la cellule investigation de Radio France, le cabinet du Premier ministre Sébastien Lecornu a validé une stratégie pour 2026-2030. Elle prévoit notamment des partenariats entre établissements scolaires et acteurs privés du jeu vidéo. Cette décision s'appuie sur une étude menée dans l'Académie de Versailles, financée en partie par l'entreprise Armatim. Le porte-avions français Charles de Gaulle va être déployé dans la région du Golfe. Paris et Londres veulent ainsi montrer que leur coalition est prête à sécuriser le détroit d'Ormuz. L'Élysée estime que son déblocage ne doit pas dépendre des négociations en cours entre Téhéran et Washington. L'Iran dément toute implication dans l'explosion d'un cargo sud-coréen dans le détroit d'Ormuz. Téhéran affirme rejeter catégoriquement les accusations visant ses forces armées dans un communiqué transmis par son ambassade à Séoul. Les Britanniques votent aujourd'hui pour des élections locales aux enjeux très politiques. Des millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler notamment des conseillers locaux. Selon les sondages, le Premier ministre travailliste Keir Starmer pourrait essuyer un revers historique. A l'inverse, le parti d'extrême droite Reform UK est annoncé en forte progression, tout comme les Verts. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. Et Jean-Luc Mélenchon a officialisé dimanche dernier au 20h de TF1 sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. À 74 ans, le chef de file de la France Insoumise repart pour une 4e tentative. Héloïse Carlicki. Et oui, fin du faux suspense, la formule est tombée très vite. Oui, je suis candidat, a-t-il déclaré. Cette candidature s'inscrit dans une stratégie assumée par LFI qui présente Mélenchon comme le mieux préparé pour une campagne jugée décisive dans un contexte international tendu, sur fond de guerre, de crise climatique et sociale. Une manière aussi pour le mouvement de refermer très tôt le débat sur la succession. Son message est clair, un seul candidat, une équipe, un programme. Mais cette annonce a-t-elle vraiment surpris la classe politique, Héloïse ? Pas vraiment. La surprise tient surtout à la confirmation officielle. En revanche, la réaction est très différente selon les camps. À gauche, le Parti socialiste ouvre le feu. Jérôme Guedj estime que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le bon candidat. Et Pierre Jouvet accuse le leader insoumis de fracturer le pays et la gauche. Dans le camp insoumis, au contraire, Manuel Bompard et Mathilde Panot défendent une candidature logique, considérée comme la plus forte pour représenter le mouvement. Et du côté du centre et de la droite ? Le centre voit surtout un duel qui pourrait se durcir. Nathalie Loiseau redoute un face-à-face Mélenchon-RN présenté comme le pire scénario. À droite, François-Xavier Bellamy critique une désignation interne qu'il juge peu démocratique, tandis que Jean-Philippe Tanguy, au RN, répond avec ironie en rappelant que le RN a déjà battu LFI dans les urnes. Alors, reste une question quand même. Est-ce que cette candidature, elle est cohérente avec son discours de 2022 ? Et c'est là que la contradiction apparaît. En 2022, après son score au premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait lancé « Faites mieux ». Une formule comprise comme un appel à passer la main. 4 ans plus tard, cette promesse de transformation et de transmission semble avoir laissé place à une logique de continuité. Aujourd'hui, il repart pourtant pour une 4e campagne. Ses soutiens expliquent qu'aucun autre nom ne s'est imposé à LFI, et c'est peut-être là le paradoxe. Après des années de structuration autour de Jean-Luc Mélenchon, le mouvement peine encore à produire une figure capable de prendre le relais. Ses adversaires, eux, y voient la preuve d'un leader qui n'a finalement jamais quitté le premier plan.
En clair, un retour de campagne qui relance la gauche, mais pas forcément dans le bon sens. Exactement, Jean-Luc Mélenchon veut s'imposer comme le candidat de la rupture et du rapport de force, mais cette 4e tentative relance surtout une question que la gauche n'a jamais vraiment réglée depuis 2022. Peut-elle encore se reconstruire autour de Jean-Luc Mélenchon ou seulement après lui ? Merci Héloïse. Jean-Luc Mélenchon tiendra son premier grand meeting pour la présidentielle le 7 juin à Saint-Denis, un lancement de campagne sur le terrain dans une ville symbolique pour la France insoumise et qui marque son entrée dans la bataille présidentielle. C'est le feuilleton qui agite les couloirs de l'Assemblée et les dîners en ville, la succession d'Emmanuel Macron. On pensait qu'un pacte de non-agression liait les 2 favoris du camp présidentiel, mais le vernis craque. Gabriel Attal et Édouard Philippe sont désormais en concurrence frontale. Léa Canet, vous nous expliquez ce matin que le duel a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Il y a des guerres politiques qui commencent par un meeting, d'autres par une petite phrase, et dans la Macronie, la bataille pour 2027 vient probablement de démarrer avec une condition, une seule. Gabriel Attal explique qu'il pourrait se retirer, mais uniquement en cas de risque avéré de second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Autrement dit, sauf scénario catastrophe, il sera candidat face à Édouard Philippe. Et cette phrase change beaucoup de choses parce que pendant des mois, les 2 hommes entretenaient l'idée d'un accord implicite, un seul candidat du bloc central pour éviter l'implosion, une sorte de pacte de non-agression, sauf qu'en politique, les pactes tiennent rarement face aux ambitions présidentielles. En réalité, ce duel raconte surtout la fin du macronisme comme bloc uni. Pendant longtemps, Emmanuel Macron tenait ensemble des sensibilités différentes grâce à sa seule présence, mais 2027 approche et pour la première fois, ses héritiers potentiels doivent exister sans lui. Mais justement, au-delà de la stratégie, comment peuvent-ils se différencier ? Pour les lecteurs, ils semblent encore sortir du même moule. C'est tout le problème, Chiara. Les Français ont encore tendance à voir Gabriel Attal et Édouard Philippe comme 2 variantes du même produit politique. Même logiciel économique, même ADN réformiste, même espace électoral. Du coup, chacun tente de fabriquer sa propre identité. Gabriel Attal joue l'émancipation, il publie un livre, ce qui est rarement un hasard en politique. Il explique qu'il ne veut pas être le gardien du temple macroniste, qu'il faut tourner la page de la décennie Macron et faire émerger de nouveaux visages. En creux, il essaye surtout de dire « Je ne suis pas juste le successeur désigné ». Édouard Philippe, lui, joue autre chose, la stature, la stabilité, l'homme d'État déjà prêt. On est donc sur une guerre d'image et de posture, mais il y a un aspect beaucoup plus concret qui sépare les 2 hommes. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Exactement, parce qu'aujourd'hui, Gabriel Attal contrôle Renaissance et surtout les finances de Renaissance. Plus de 21 millions d'euros de fonds propres. Édouard Philippe et Horizon, c'est environ 1,5 million. L'écart est colossal, vous l'aurez compris. Donc pendant que Gabriel Attal fait des déplacements à Bakou et dort parfois chez ses militants, Édouard Philippe organise des levées de fonds avec des grands patrons pour essayer de combler le retard. Et ça crée une situation très particulière. Cette campagne est autant une bataille politique qu'une bataille de trésorerie. D'autant qu'il n'y aura probablement pas de primaire officielle. La vraie primaire, ce seront les sondages, une primaire sauvage quelque part, pilotée par les enquêtes d'opinion et la capacité à durer médiatiquement. Le problème, c'est qu'une campagne, ça coûte cher, très cher, et plus les 2 hommes avancent, plus il devient difficile de s'arrêter, parce qu'après avoir dépensé des millions, convaincu des donateurs et mobilisé des militants, abandonner ressemble presque à un aveu de faiblesse. C'est donc une course d'endurance, mais dans ce match à 2, quel rôle joue celui qui occupe toujours l'Élysée ? C'est l'éléphant dans la pièce, Emmanuel Macron. Officiellement, le président assure qu'il quittera la vie politique après 2027. Peu de monde le croit vraiment. Surtout, personne ne sait encore s'il choisira un héritier, s'il laissera le duel se dérouler ou s'il profitera justement de cette rivalité pour garder la main jusqu'au bout. Au fond, cette guerre entre Gabriel Attal et Édouard Philippe révèle peut-être quelque chose d'un peu plus profond. Le macronisme entre dans sa phase la plus compliquée, celle où il doit apprendre à survivre sans Emmanuel Macron, alors qu'aucun de ses héritiers ne peut encore exister complètement sans lui. Merci Léa. Un porte-conteneurs français attaqué dans l'un des passages maritimes les plus surveillés au monde. Mardi soir, le San Antonio, un navire affrété par l'armateur marseillais CMA-CGM, a essuyé des tirs alors qu'il franchissait le détroit d'Ormuz. Plusieurs membres d'équipage ont été blessés. Jules Cotalorda. Oui, c'est aux alentours de 18h30 que ce mardi 6 mai, le San Antonio, un porte-conteneur de 222 mètres, chargé et en route vers l'Inde, est frappé par un projectile iranien. 4 membres de l'équipe sont blessés puis évacués. La CMA-CGM a confirmé l'attaque le lendemain matin. Et ce qui rend particulièrement marquant, c'est le contexte. Le navire naviguait sous protection américaine dans le cadre d'une opération lancée dimanche par Donald Trump, le projet Liberté, pour tenter de débloquer le détroit d'Ormuz.
2012. Une opération qui a duré moins de 48 heures, stoppée net hier par Trump lui-même, officiellement pour laisser place à des négociations avec Téhéran. Et comment la France a réagi avec tout ça ? Avec beaucoup de prudence, le gouvernement a condamné l'attaque, mais Emmanuel Macron a tenu à préciser que ce n'est en aucun cas la France qui avait été visée. Et pour cause, le navire ne bat pas pavillon français, il est maltais avec un équipage philippin. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un navire CMA-CGM est touché. Une embarcation du groupe avait déjà été endommagée le 19 avril dans la même zone. Malgré l'accident, la France ne souhaite pas envoyer de forces militaires. En revanche, le porte-avions Charles de Gaulle vient de franchir le canal de Suez et se positionne vers le sud de la mer Rouge en vue d'une éventuelle sécurisation du détroit. Pour l'heure, les armateurs naviguent, c'est le cas de le dire, bien à vue. Merci Jules. Ce qui devait être une croisière d'expédition au départ de l'Argentine s'est transformé en crise sanitaire sous surveillance. Un virus rare, le hantavirus, a été détecté à bord du MV Hondius. Au moins 3 décès ont été enregistrés le week-end du 2 au 3 mai. Yana Primovici, vous nous en dites plus. Oui, c'est une situation sanitaire très encadrée qui joue actuellement sur le paquebot d'expédition. Parti d'Ushuaia il y a 3 semaines, le navire est stationné depuis dimanche soir face au port de Praia. À bord, 150 touristes, donc 5 Français, attendent toujours l'autorisation de débarquer. Le bilan est déjà lourd. 3 passagers sont morts, un Allemand et 2 Néerlandais. Plusieurs autres personnes présentent des symptômes préoccupants. L'Organisation mondiale de la santé a été mobilisée pour suivre la situation et coordonner les analyses en cours. Yana, on parle de hantavirus, c'est une maladie que l'on connaît assez peu. Comment se transmet-elle ? Le hantavirus se transmet généralement au contact des rongeurs sauvages, notamment via leur sécrétion, leur urine, des poussières contaminées inhalées. Ce qui intrigue les autorités sanitaires ici, c'est la présence possible du virus dans un environnement fermé comme un navire. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre si un rongeur a pu monter à bord lors d'une escale en Amérique du Sud. Les symptômes peuvent d'abord ressembler à ceux d'une grippe avant d'évoluer, dans certains cas, vers des complications respiratoires sévères. Pour l'instant, un seul cas a été confirmé en laboratoire, celui d'un Britannique de 69 ans. 5 autres cas restent encore à confirmer. Cela peut ressembler à la situation du Covid. Est-ce qu'il y a un risque de propagation mondiale ? L'OMS se veut rassurante mais prudente. Le risque pour le grand public est jugé faible car, en temps normal, ce virus ne se transmet pas entre humains. Il existe une seule exception. Une touche sud-américaine très rare qui s'appelle Andes. Des analyses de séquençage sont en cours pour vérifier si c'est celle-ci qui frappe le MV Hondius. En attendant, le EMS demande de ne pas céder à la panique. Il n'y a aucune restriction de voyage pour le moment. Le but est vraiment d'évacuer les malades et de désinfecter le navire. Et les autorités sanitaires suivent aussi les déplacements des passagers. Oui, les équipes sanitaires tentent désormais d'identifier les personnages ayant pu être en contact avec les victimes avant l'isolement du bateau. L'OMS suit notamment les passagers d'un vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par l'une des victimes avant son décès. Selon les autorités, un Français présent sur ce vol est actuellement suivi comme cas contact. 2 infectiologues néerlandais doivent également rejoindre le navire dans les prochaines heures, tandis que l'Espagne a accepté d'accueillir le bateau aux Canaries afin de permettre une prise en charge médicale plus large. 3 patients ont déjà été évacués vers le Pays-Bas pour recevoir des soins. Merci Yana. Le bateau a quitté le Cap-Vert et est attendu samedi à Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries. L'évacuation des passagers devrait débuter lundi. Passons maintenant à la rubrique sport et on connaît enfin la finale de la Ligue des Champions, Daniel Kolchanov. Et les hostilités ont débuté mardi soir avec la qualification d'Arsenal face à l'Atlético en demi-finale. Après un match nul 1-1 à Madrid, une courte victoire 1-0 avec le but de Bukayo Saka a permis aux Gunners de s'imposer à Londres et de rejoindre la finale de la Coupe aux grandes oreilles 20 ans après la dernière perdue face au Barça 2-1. Les hommes de Mikel Arteta sont plus proches que jamais de rafler la Ligue des Champions et le championnat anglais dans la même saison, mais tout n'est pas gagné, surtout que les Londoniens vont affronter le Paris Saint-Germain pour le titre de meilleure équipe de la saison en Europe.
Dans un match moins spectaculaire qu'à l'aller, avec une victoire parisienne 5-4, hier, les joueurs de Luis Enrique ont concédé le match nul 1-1 face au Bayern, grâce à un but de l'inévitable Ousmane Dembélé à la 4e minute de jeu sur une passe décisive de Kvaratskhelia. Le Ballon d'Or a ainsi inscrit son 7e but de la saison en Ligue des Champions. Harry Kane a réduit l'écart à la 94e minute, trop tard pour égaliser au score cumulé. Le PSG s'impose donc 6-5 sur la double confrontation contre les Bavarois et réalise le back-to-back en se qualifiant pour la 2e fois consécutive en finale. Les Parisiens, donnés grands favoris, vont tenter d'aller chercher leur 2e étoile contre Arsenal à Budapest le 30 mai prochain. L'autre grosse info nous vient du cyclisme. Lundi, Paul Sexas a officialisé sa participation au Tour de France 2026. Après un printemps complètement dingue où il a raflé 7 victoires et une 2e place derrière Tadej Pogačar à Liège-Bastogne-Liège, le jeune Français va vivre son premier grand tour à seulement 19 ans. Un choix mûrement réfléchi avec son équipe Decathlon CMA-CGM qui attendait l'analyse des données physiques après la course en Belgique pour prendre la meilleure décision. Finalement, la pépite française va prendre part aux 21 courses réparties sur 3 semaines entre le 4 et le 26 juillet. Le départ du Tour s'effectuera depuis Barcelone pour finir à Madrid, un rêve qui devient réalité pour Paul Sexas, mais avant, le Lyonnais prendra part au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes pour préparer la grande boucle. Et en NBA, dans la nuit de mardi à mercredi, les Spurs de Wembanyama ont été tenus en échec face à Minnesota en demi-finale des playoffs de Conférence Ouest. Malgré les 12 contres de Wemby, le Français n'a pas pu empêcher la défaite des siens 102-104 face aux Timberwolves d'un autre Frenchie, Rudy Gobert. Une rencontre où les deux franchises ont été au coude à coude à la mi-temps avec une parfaite égalité 45-45. Victor Wembanyama était très bon en défense avec un record historique de 12 contres réalisés, une première lors d'un match de play-off depuis que cette statistique est comptabilisée en 1973-1974. Mais le géant de 2,24 m n'a pas été en réussite en attaque avec seulement 11 points inscrits. C'est sûrement ce manque de panier marqué par la star de l'équipe qui a manqué aux Spurs pour s'imposer dans ce match 1 entre les deux États de l'Ouest américain. Cette nuit, le match 2 a vu les Spurs écraser Minnesota 133-95 et reviennent à égalité dans ce 4 manches gagnantes avec un Wembanyama retrouvé en attaque qui a inscrit 19 points. Les locaux ont puni les joueurs de Minneapolis et ont tué tout suspense dès la mi-temps en menant 59-35. Une performance historique puisque les Texans ont limité leur adversaire à 35 points ou moins à la mi-temps, ce qu'ils n'avaient plus réalisé depuis 2013. Et hier, la France des frères Lebrun s'est qualifiée en quart de finale du championnat du monde par équipe en tennis de table à Londres face au Portugal. Sans broncher, les Lebrun et Flavien Coton se sont défaits des Portugais en remportant les 3 matchs dans ce 8e de finale. Les Bleus n'ont toujours pas perdu un match dans cette phase à élimination directe en effaçant les États-Unis lors du tour précédent en ne concédant qu'un seul set. Le trio tricolore affrontera le Brésil de Hugo Calderano, 5e mondial, en quart programmé demain à 20h30. Une compétition qu'aucune autre nation que la Chine n'a pu gagner depuis l'année 2000 où la Suède avait remporté le titre. Et on enchaîne sur un autre sport de raquette où Arthur Fils et Loïs Boisson ont fait parler d'eux, mais pas pour les mêmes raisons. La semaine dernière, le Français avait atteint la demi-finale du Masters 1000 de Madrid pour finalement tomber face à Yannick Sinner. Le numéro 1 mondial n'a fait qu'une bouchée du 4e à la race en s'imposant 6-2, 6-4. Le vainqueur de l'ATP 500 de Barcelone avait ainsi atteint son 3e dernier carré consécutif en Masters 1000 après Indian Wells et Miami. Le tennisman de 21 ans va enchaîner avec celui de Rome qui commencera demain. Un premier tour où il va affronter un Italien, le vainqueur entre Nardi et Pellegrino qui doit se jouer ce soir. Pas toujours simple de jouer un local. Et ce qui n'a pas été simple, c'était aussi le premier tour au WTA 1000 de Rome pour Loïs Boisson. Après une très longue blessure qui l'a éloigné des cours pendant près de 6 mois, la demi-finaliste de Roland-Garros en 2025 s'est lourdement inclinée hier 6-2, 6-3 face à la 39e mondiale Katerina Siniakova. Merci Daniel. Un retour à la compétition très difficile, mais pourquoi pas l'avoir brillé de nouveau sur l'ocre parisien le 24 mai prochain. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, leur coup de cœur, mais juste avant, on s'accorde une petite pause. Pour cette dernière matinale, on écoute un titre qui nous ressemble bien, The Last One de Maisie Peters, une chanson qui parle de rester même quand le public est parti. Et ça tombe plutôt bien, on l'écoute ensemble sur EDG FM.
C'était Maisie Peters sur EDJ-FM. On enchaîne tout de suite avec les cartes blanches. Le moment où les chroniqueurs prennent un peu la parole pour vous partager ce qui les a marqués ces derniers jours. Un film, une série, un projet, une découverte. Bref, leur coup de cœur de la semaine. Et l'artiste québécoise Charlotte Cardin était de passage à l'Accor Arena de Paris le 30 avril dernier. Un concert exceptionnel à guichet fermé qui a conquis ses fans. Cara Mariani était sur place. Charlotte Cardin n'en finit plus de séduire le public français. L'artiste féminine de l'année, consacrée aux dernières victoires de la musique, a donné un concert très attendu à l'Accor Arena de Paris le jeudi 30 avril. De nombreux fans se sont réunis pour l'événement. J'adore son univers, je la trouve super belle, elle chante super bien. Sa voix, la prestance, le charisme qu'elle dégage et la simplicité aussi. Portée par de premiers morceaux comme Confetti et Main Girl, la chanteuse canadienne a conquis progressivement le public français ces dernières années. L'artiste avait marqué les esprits grâce à son passage remarqué dans l'émission Star Academy en 2024. Je trouve qu'il y a eu un gros truc qui a débloqué, c'était quand elle est passée à Star Academy. Et j'ai fait partie des gens très clairement qui l'ont vue à ce moment-là et qui du coup a passé l'année à écouter ses sons derrière. Un moment de gloire qui a largement contribué à son succès en France. Un succès qui repose en partie sur un choix stratégique, celui de commencer à chanter d'abord en franglais, comme dans son single Feel Good, puis totalement en français. Cette stratégie a porté ses fruits en installant durablement l'artiste sur la scène française. L'an dernier, la chanteuse a d'ailleurs élu domicile à Paris, où elle réside avec son compagnon. Elle a motivé le choix de quitter Montréal par l'envie de trouver de nouvelles inspirations outre-Atlantique. Décision assez difficile pour moi parce que c'est vrai que Montréal est une ville que je porte tellement près de mon cœur. Toute ma famille est à Montréal, toutes mes histoires sont à Montréal et je sentais que j'avais besoin d'en sortir pour être capable de voir des nouveaux visages, de voir des nouveaux paysages, de m'inspirer de toutes sortes de nouvelles choses. Un choix qui lui a été salutaire puisqu'il lui a permis d'accomplir un rêve de jeune fille, celui de remplir Bercy et donc de devenir une artiste consacrée en France. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette salle dans laquelle je rêve de jouer depuis que je suis une gamine. Merci d'être là en si grand nombre ce soir. À la fin du concert, la chanteuse est rejointe sur scène par son compagnon Alyosha Schneider, également chanteur. Le couple interprète leurs morceaux ensemble, évoquant leur longue relation à distance. Un moment de douceur qui a ravi les fans. Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Il faut croire que le choix professionnel et personnel de Charlotte Cardin lui réussit plutôt bien. Sa tournée européenne affichait d'ailleurs 16 dates en France, toutes complètes, sur une trentaine de dates. Pas de doute, le public français est bien conquis et tant mieux pour elle. Merci Cara. On a tous ce plaisir un peu coupable pour les histoires où la tension grimpe à mesure que les portes se referment. C'est un genre qui ne se démode jamais, mais qui sait se renouveler. Justement, Léa Canet, vous avez déniché un titre qui s'amuse avec nos nerfs tout en racontant quelque chose de très actuel sur notre besoin de reconnaissance. Ça s'appelle Une histoire qui se finit mal et c'est signé Evelyn Clark. Quand on pense aux thrillers en huis clos, on imagine souvent des personnages coincés dans un manoir, des secrets, des mensonges, et cette impression qu'on se rapproche doucement d'une catastrophe. Et Une histoire qui se finit mal reprend exactement ces codes-là. Une île écossaise isolée, une immense demeure labyrinthique, une tempête qui coupe les personnages du monde, et 6 écrivains invités pour terminer le dernier manuscrit inachevé d'un auteur de thriller légendaire. À la clé, 2 millions de dollars et la promesse de sortir enfin de l'ombre. Classique, efficace, mais est-ce que l'intérêt du livre s'arrête à ce décor de film noir ? Alors dit comme ça, on pourrait s'attendre à un thriller très sombre ou oppressant, mais le roman est en réalité beaucoup plus proche du whodunit à la Agatha Christie, un jeu de soupçons permanent où chaque personnage devient tour à tour coupable potentiel.
On pense forcément à Ils étaient 10, donc d'Agatha Christie, avec ce groupe enfermé dans un lieu isolé, mais aussi au film À couteau tiré, pour son côté presque ludique du mystère. Et c'est justement ce qui rend le livre intéressant. Derrière l'enquête, il utilise les codes très classiques du thriller pour parler d'un sujet beaucoup plus contemporain, parce qu'au fond, ce livre parle surtout d'invisibilité. Les auteurs invités sur l'île ne sont pas des stars de l'édition, ce sont des auteurs de mid-list, des écrivains qui publient, travaillent, sortent des livres régulièrement, mais qui restent coincés dans une sorte d'entre-deux, pas assez inconnus pour abandonner, pas assez célèbres pour vraiment exister dans le paysage culturel, et le roman transforme cette frustration-là en moteur narratif. C'est presque un thriller social finalement. On sent que le danger vient autant de l'ego des personnages que de la situation elle-même. Tout le huis clos repose sur cette idée. Qu'est-ce qu'il reste de quelqu'un qui crée quand personne ne regarde vraiment ce qu'il fait ? Et c'est probablement pour ça que les personnages sont aussi peu attachants. Ils sont jaloux, frustrés, parfois arrogants, parfois méprisants. Le livre montre un monde de l'édition où tout devient hiérarchie, les ventes, la reconnaissance critique, la légitimité des genres littéraires. À plusieurs moments, on sent cette critique sous-jacente du regard porté sur certaines œuvres, avec cette idée très ancrée que certains genres seraient considérés comme moins sérieux ou moins nobles que d'autres. En réalité, le roman parle moins de littérature que de validation sociale. Et cette quête de validation, elle finit par rendre tout le monde suspect, même dans la manière dont le récit est construit. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure même du livre renforce cette idée. L'alternance de points de vue crée une impression permanente d'instabilité. Chaque personnage possède sa propre version des faits, ses propres blessures, ses propres humiliations. Personne n'est totalement innocent, mais personne n'est totalement monstrueux non plus. Même Arthur Fletch, pourtant mort avant le début du récit, continue de dominer tout le monde. Son absence devient presque une présence écrasante, comme si toute l'intrigue tournait autour d'un fantasme inaccessible, être enfin reconnu par une figure légitime. Le décor joue aussi énormément dans cette mécanique. L'île et la maison ne servent pas simplement à créer une ambiance gothique ou mystérieuse, elles finissent presque par refléter ce que les personnages ont dans la tête, un lieu fermé, rempli de passages cachés, où chacun dissimule quelque chose et où personne ne peut réellement partir. Et finalement, c'est peut-être ce que raconte le livre. Dans certains milieux créatifs, la compétition ne porte plus seulement sur le talent, elle porte sur le droit d'exister aux yeux des autres. Une histoire qui finit mal d'Evelyn Clark, publiée aux éditions Verso. Un thriller sur les secrets, mais surtout sur ce besoin très contemporain d'être enfin regardé. Merci Léa. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région. Et ce week-end culturel commence vendredi 8 mai à 20h au Théâtre National de Nice avec Le Tartuffe. Le metteur en scène Jean Limérier revisite le célèbre scandale de Molière dans une version épurée, portée notamment par Muriel Mayette-Holtz, un classique accessible dès 12 ans. Samedi 9 mai à 19h, la Cinémathèque propose la projection du film Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Weir avec Robin Williams et Ethan Hawke, un classique du cinéma sur la liberté, la transmission et le pouvoir des mots. Toujours samedi, mais à 20h30 cette fois, l'opéra Nice Côte d'Azur se transforme en terrain de jeu avec un escape game immersif au cœur du bâtiment. Dimanche 10 mai, à 13h45, retour à la Cinémathèque avec Armageddon Time de James Gray, porté notamment par Anna Thaouet et Anthony Hopkins. Et enfin, à 15h, l'opéra Nice Côte d'Azur accueille le Carnaval des animaux de Camille Sassens, un concert familial plein d'humour et de poésie avec lion majestueux, cygne gracieux et tortue rêveuse. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et vous, Chiara Mariani ? Aujourd'hui, une matinée plutôt agréable avec un ciel peu nuageux avant l'arrivée d'un voile plus marqué dans l'après-midi. Les températures resteront douces, entre 13 et 19 degrés. Demain, même tendance, un début de journée assez lumineux, puis un ciel qui se voile au fil des heures. Les températures gagneront encore un peu, entre 14 et 21 degrés. Samedi, la journée sera plus contrastée. Très nuageux le matin, quelques éclaircies dans l'après-midi, avec le retour d'averses en soirée. Comptez entre 13 et 21 degrés. Et dimanche, le temps se dégrade franchement, avec des averses attendues aussi bien le matin que l'après-midi. Les températures resteront toutefois agréables, entre 14 et 21 degrés. Un week-end un peu instable, mieux vaut profiter des éclaircies quand elles passent. Alors, c'était une matinale un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on en a parlé en début d'émission, mais c'était la dernière pour moi, mais pas que pour moi, puisque c'était aussi la dernière de Yana, d'Héloïse, de Jules, de Daniel à la régie. Et je voulais en profiter pour vous dire quelques mots parce que se lever tôt toutes les semaines, venir ici, prendre le micro, ça finit très vite par devenir un rythme. C'est presque finalement un bout de vie qu'on questionne plus vraiment. On arrive encore un petit peu endormi, on relit ses notes, on change une phrase à la dernière minute, et puis le jingle part. Et sans même s'en rendre compte, ça devient un petit peu normal. Et puis un jour, on réalise que ça s'arrête. Alors on regarde un petit peu en arrière. On repense aux premières fois, au stress, aux hésitations, aux petits moments de panique en direct qu'on essaie de masquer tant bien que mal.
Et puis petit à petit, il y a la confiance qui s'installe. Et avec le recul, on se rend compte que c'est pas forcément les sujets, ni même les émissions dont on se souvient le plus. Au fond, ce qui reste, ce sont surtout les gens. Et je vous cache pas que là, dans le studio, il y a beaucoup d'émotions. J'ai Yana en face de moi qui est en train de pleurer, donc j'essaye de garder toute ma contenance. Mais parce que c'est avec eux qu'on a partagé ces matins-là. C'est avec eux qu'on a improvisé, qu'on a stressé, qu'on a rigolé. C'est avec eux qu'on a construit cette matinale semaine après semaine, parfois sans vraiment s'en rendre compte. Alors je voulais prendre ce temps-là pour dire merci, vraiment. Merci à ceux qui ont été là chaque semaine ou ceux qui sont venus plus ponctuellement. Même quand le réveil sonnait trop tôt, même quand l'énergie elle n'était pas toujours là, vous avez répondu présent et ça compte énormément. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir donné de vous, d'avoir fait vivre cette matinale. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on entend à l'antenne. Il y a eu des matins très fluides, d'autres un peu plus chaotiques, des moments où tout s'enchaîne parfaitement et d'autres où on se regarde en se disant « Bon, allez, on y va quand même ». Mais c'est aussi ça, la radio, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est jamais totalement figé. Et puis cette matinale, elle continue. À la rentrée, c'est toi, Chiara, qui reprendra le relais. Eh oui. Et honnêtement, je sais que tu en feras quelque chose de très bien à ta manière. Alors, fais-toi confiance, sois indulgente envers toi-même, particulièrement et surtout à 6h du matin. Et puis merci à vous aussi qui nous écoutez, parfois encore à moitié endormis, parfois juste de passage, parfois fidèles sans qu'on le sache vraiment. Une voix, ça passe vite, ça s'efface même parfois. Mais pendant quelques minutes, le matin, ça accompagne les gens. Et si cette matinale a accompagné un petit morceau de vos réveils, alors ça valait vraiment le coup. C'était un vrai plaisir. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais finir par pleurer moi aussi. Et ça, c'est pas très radio. Mais il y a une chose que je vais garder de tout ça, c'est ce moment précis où le micro s'ouvre et où pendant quelques minutes, tout devient possible. Vous retrouverez la matinale dès la rentrée prochaine. Très belle journée à toutes et à tous sur EDJ-FM. Et nous, Léa, on voulait te remercier également. Merci pour ta présence, merci pour ta dévotion, merci pour toutes ces matinales. Tu as vraiment réussi à faire de cette matinale quelque chose d'extraordinaire. Moi, tous les jeudis, j'étais vraiment heureuse d'être ici sur le plateau, portée par ta voix, portée par ton envie de bien faire. Et je pense que de la part de tous les chroniqueurs, on voulait te dire vraiment merci pour cette dévotion. Et merci pour, tout simplement pour ce que tu as fait pour cette matinale. Et comme on dit, Chiara va très bien la reprendre. Oui. Merci pour tout. Et encore une fois, merci à vous, parce que sans vous, cette émission, elle n'existerait pas. On va pouvoir rendre l'antenne. Et je vois Daniel en régie qui dit « faut couper ». Alors, merci encore une fois à vous d'avoir été là et très belle journée à toutes et à tous sur EDJ-FM.